Bonjour ou bonsoir, où que vous soyez. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Malheureusement, j'ai dû changer le thème à la dernière minute puisque j'étais en train de préparer une vidéo sur la Numidie. Une thématique qui m'a été proposée par beaucoup d'entre vous, que je remercie d'ailleurs pour les nombreux commentaires encourageants et amicaux. Et selon l'actualité qui se passe actuellement au FIGIG, j'ai pensé sur historique, non pas politique ni social, mais historique sur les lieux du FIGIG est importante actuellement pour comprendre un petit peu l'origine de ces oasis, enfin tout ce qui a trait à l'histoire et à la géographie de ces oasis. Et pour cela, restez avec moi pour la suite de la vidéo. FIGIG est le nom donné à cet Ksour dans la situation actuelle est né des accords entre les autorités marocaines et les autorités françaises dans ce que nous avons déjà abordé le traité de la Marnier en 1845 et notamment le protocole de 1903. Cette agglomération et ses palmiers se trouvent actuellement dans le sud-est du Maroc et elle a pour frontière ou elle a sur trois côtés la frontière algérienne. Les origines des habitants du FIGIG, tous les historiens sont unanimes et les font descendre des Sanhaja. D'ailleurs, on retrouve les traces de Sanhaja dans un village et un col au FIGIG qui s'appelle Zenaga, donc qui descend du mot Sanhaja. Et le parler des Figigiens ou des habitants du FIGIG et du berbère mêlé à des éléments arabes et des éléments zénètes. C'est ainsi que la région a été habitée par les Sanhaja, les Zinettes et les Banu Hilal. En plus de cela, nous notons que dans les oasis comptent beaucoup de marabouts qui ont joué beaucoup dans la cohésion de la population. Nous retrouvons également la confrérie ou la puissante confrérie algérienne des Ouled Sédéchir. Historiquement, le FIGIG comme Tafilet étaient des oasis indépendantes. Elles n'obéissaient à aucune autorité marocaine et avaient leur propre mode de fonctionnement. Il n'y avait pas non plus une jume'a ou une assemblée qui gérait toutes les oasis. Chacune avait sa propre autorité, avait son propre mode de fonctionnement, ses cultures et ses racines. Autrefois, le FIGIG et les palmeries qui l'entourent, les oasis qui l'entourent, ou le Ksour plus précisément, puisque c'est le mot qu'on utilise, étaient sur la route des commerces subsahariens ou les commerces sahariens. Ils vivaient d'agriculture, d'artisanat, de plusieurs commerces, dont la bijouterie en argent qui était très développée aussi à cette époque-là. Mais malheureusement, avec le déclin de ces routes de commerce et avec l'arrivée du train notamment, il ne reste probablement plus rien de tout ça à part juste l'agriculture des palmiers. La bijouterie a cessé d'être parce que c'était une bijouterie faite exclusivement par la population juive et avec le départ de cette population, la disparition de cette population, là l'artisanat bijoutier avait disparu, notamment le tissage des barnous et le tissage des tapis. Ce qui reste juste l'agriculture et l'agriculture des palmiers surtout. Maintenant, que dit l'histoire du FIGIG? De l'Antiquité jusqu'à l'arrivée de l'islam dans la contrée, il y a très peu de documents. Le nom du FIGIG apparaît pour la première fois chez Ibn Khaldoun dans son histoire des Berbères. Il décrit une ville une ville qui existe, qui est constituée par un assemblage d'autres petites villes tout autour et qui avait son importance dans la région à cette époque-là. Il parle notamment de son autonomie et son indépendance puisqu'elle est très loin du tel et donc elle avait son propre mode de fonctionnement ou d'autorité.
Justement, Ibn Khaldoun, en mentionnant les Ksur sahariens comme celui d'Jumza, Bouergla, El Gourara, le Touat, il désigne, ou plutôt il parle notamment du Figuig. Il indique aussi que c'est une famille madrarienne qui gérait les Figuig. Les Madraras sont une tribu qui descend des Zénètes, et les Zénètes, comme nous le savons, par plusieurs historiens, Ibn Khaldoun ou Abu Bakr al-Ubayd, qui sont installés, d'après lui, dans plusieurs territoires, comme Ténès, Chlef, Miliana, Ain al-Difla, la plaine de Sirat, Racini, la zone de Oujda, Taza, et plus vers le sud, donc Sij el-Massa, et notamment les Figuig. C'est après le déclin de Sij el-Massa, qui, rappelons, était vraiment une ville importante dans cette zone-là, ou dans ce territoire du sud. Nous y reviendrons certainement une autre fois avec une vidéo sur cette importante ville. Donc c'est après son déclin que le Figuig a pris de l'importance, surtout comme pour le commerce caravanier avec les oasis du Sahara. Et c'est à cette période-là que les sultans du Maroc ont commencé à avoir des idées donc d'annexer les Figuig à leur royaume. C'est ainsi que le sultan chérifien Moulay Ismaïl devient maître de la ville en 1679. Il établit une garnison de Abid, donc des serviteurs noirs, et d'ailleurs ils ont laissé trace puisqu'il y a une oasis qui s'appelle l'Abid, et c'est à partir de cette date-là que nous allons voir comment les sultans marocains, tour à tour, ont essayé d'annexer les Figuig à leur royaume et d'imposer leur autorité sur cette région-là. Simplement, revenons un peu aux historiens, donc, qui sont nombreux, que ce soit Lyon l'Africain ou Ibn Khaldoun, qui disent que le Figuig ou appartenait au royaume zéyanide. Nous avons également des écrits qui parlent que durant le royaume d'Alger, ou la gérance entre guillemets ottomane, pour qu'on puisse bien comprendre, du royaume d'Alger, le Figuig se trouvait sur les terres algériennes, était considéré comme une province algérienne puisqu'il payait l'impôt au Bey d'Oran qui dépendait du Dey d'Alger, donc c'était le royaume d'Alger, comme une province algérienne, comme toutes les provinces algériennes qui payaient l'impôt à cette époque-là. D'ailleurs, nous allons voir un petit extrait d'un livre important justement qui nous parle de cette période-là où le bey, ou plutôt le sultan marocain, avait justement soumis le Figuig sous son autorité. C'est ainsi que plusieurs sultans du Maroc, qu'ils soient de la dynastie saadienne ou la dynastie alaouite, ont tous tenté de soumettre le Figuig à leur domination, et ça jusqu'au traité de 1845 qui finalement leur cède le Figuig entièrement et avec usufruit, comme on dit. Géographiquement maintenant, le Figuig se trouvait sur les terres algériennes. Bien sûr, avant le découpage. Durant la régence d'Alger, le royaume d'Alger, le Figuig dépendait du Bey d'Oran. On a vu qu'il dépendait notamment des Zianides, mais ce qui est important de dire, c'est que ces oasis-là, malgré qu'ils dépendaient du royaume d'Alger, étaient des oasis indépendantes qui se géraient par elles-mêmes. Et par ailleurs, on voit très bien dans l'histoire que du côté algérien, il n'y a jamais eu de conflit avec le Figuig, ils n'ont jamais engagé de combat, ils n'ont jamais essayé d'envahir la région, de l'annexer, tout simplement parce qu'elle était déjà sur les terres algériennes, ce qui confirme le contraire, puisque nous allons voir avec une série de dates comment les rois du Maroc ont tous fait une expédition, tous tenté une expédition vers le Figuig.
On a commencé avec la date de 1549 où le sultan Saadi Mohammed al-Shir avait emprisonné les notables de Figuig afin de soumettre la ville sous son règne. Ces notables ne furent relâchés qu'après l'intervention de certaines personnes qui étaient proches de ce sultan-là. En 1651, donc sous le règne des Alaouites, le sultan Mohammed Ben Cherif s'engage dans une bataille féroce pour soumettre la ville de Figuig à son autorité. En 1679, les Figuigiens vont renouveler ce qu'on appelle le Moubay'a à Moulay Ismaïl, qui à cette époque-là, il avait installé un gouverneur ou un noble du Maroc à la tête du Figuig, et ces gouverneurs se faisaient entendre avec une oppression et avec de la répression afin de soumettre toujours les habitants du Figuig à l'autorité du sultan qui régnait. Cependant, entre chaque sultan qui reprend le Figuig ou qui l'annexe à son royaume, il y a quelques résistances et le Figuig reprend sa situation, sa condition initiale donc d'oasis autonome. Donc on arrive à 1808 avec un autre sultan qui va s'installer aussi au Figuig ou qui va installer son autorité au Figuig, c'est Moulay Slimane. Moulay Slimane, pour asseoir son autorité et pouvoir contrôler les oasis, il installe une tribu arabe au Figuig, c'est la tribu Abu Jabr. Simplement avec les luttes intestines et surtout provoquées par l'eau pour accaparer l'eau, c'est pratiquement toutes les guerres intestines et inter-oasis qui se sont passées à cette époque-là, c'était surtout pour l'eau, et donc les Abu Jabr, ce Ksour va disparaître complètement dans une guerre sanglante en 1808. Et on arrive à 1845. 1845, comme nous le savons tous, c'est le traité de Lella Mernia qui va couper les terres algériennes dans le sud, et donc le Figuig va se retrouver sur les territoires marocains. Je vous mets sur l'écran, vous allez voir le découpage, comment il s'est fait, ce qui est parti ce qui est resté plutôt pour l'Algérie, ce qui a été enlevé et qui a été annexé au Maroc à cette époque-là. Cependant, les choses ne vont pas s'arrêter ici, puisque nous allons rentrer, ou les Figuigiens vont rentrer dans une confrontation armée avec l'occupation française, avec la colonisation française. Donc il va y avoir une série de batailles entre les Figuigiens et l'armée française. Donc on a la première bataille qui s'est déroulée en 1881, donc au lieu dit de Zenaga, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mont, un col et un village qui porte ce nom-là, et les Figuigiens vont remporter leur première victoire contre la colonisation, contre les troupes françaises, puisqu'ils vont avoir malheureusement 30 martyrs et 18 blessés à peu près. Et du côté français, il y aura 129 morts et 50 blessés. Il va y avoir d'autres bataille entre les deux. Donc en 1883, nous avons le célèbre résistant algérien, donc Cheikh Bouamama, qui est né lui au Figuig, qui va déclencher son insurrection, qui va rentrer dans l'histoire de la résistance algérienne. Et là, nous arrivons à 1903, où il va y avoir deux batailles dans la région des Figuig très importantes, puisque l'atrocité de l'armée française va justement se montrer dans ses plus beaux jours, comme on dit.
bien que la première bataille fut remportée par les Figuigliens, mais la deuxième, malheureusement, c'est les Français qui vont avoir le dessus, qui vont bombarder le Figuig, qui vont détruire beaucoup de maisons et de palmeries, ils vont détruire notamment la coupole de la mosquée de l'Ajmara. Et là, nous allons voir la réaction du sultan du Maroc. Le Figuig rentre en résistance contre les Français et puisque le Figuig est devenu territoire marocain, les Français ont dû recourir par diplomatie, demander la permission au sultan du Maroc de cette époque-là pour justement châtier les résistants et pouvoir intervenir au Figuig. Et malheureusement, le sultan n'a pas protégé non plus ici ses citoyens, il a laissé le champ libre aux troupes françaises et qui a même déclaré qu'il faudrait châtier ceux qui sortent de son autorité. Et là, nous allons voir comment le général O'Connor va se distinguer dans une répression aveugle avec 600 tirs de canon sur le Figuig et beaucoup de morts, beaucoup de blessés malheureusement. Et encore une fois, les Figuigiens se retrouvent seuls à affronter l'armée française qui pourtant, si on se réfère à l'histoire, n'a pas colonisé le Maroc mais avait colonisé l'Algérie. Et à ce moment-là, malgré le traité de l'El Amernia, les Figuigiens qui appartiennent au Maroc continuent à lutter pour le Figuig. Pour cela, nous allons voir ensemble, feuilleter plutôt le livre d'un historien et journaliste français qui a écrit sur l'époque et qui raconte justement dans cet extrait-là qui défile devant vous, confirme plutôt ce que je viens de dire par rapport à châtier la population du Figuig et l'attitude du sultan du Maroc. Nous arrivons à un point crucial dans l'histoire du Figuig. Donc, nous arrivons à 1963. Et comme nous le savons, l'Algérie venait à peine d'avoir son indépendance. Elle était en train de panser ses blessures quand le Maroc lui déclare la guerre sous prétexte de récupérer des terres qui lui appartiennent. Ce qui va découler de cette guerre-là qu'on appelle la guerre des sables, c'est que l'Algérie va récupérer une partie de ce qui lui appartenait et donc qui se trouve au Figuig, donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arja, qui est un territoire algérien et c'est là où se passe actuellement le conflit dont j'ai parlé au début. On arrive à un autre point crucial dans notre histoire avec ces frontières-là, c'est en mars 1972, lorsque les autorités marocaines et les autorités algériennes décident une fois pour toutes d'entériner cette histoire de frontières et de signer un protocole qui va mettre fin aux revendications marocaines sur le territoire algérien, donc revendiquer Tendiouf, Bachar, Oran, Tlemcen, je ne sais pas jusqu'à où ils peuvent arriver, peut-être jusqu'aux Aurès, jusqu'à Annaba, enfin on ne sait pas, tout simplement fait entre guillemets, c'est pour juste détendre l'atmosphère bien sûr, mais ils vont signer un protocole qui va mettre fin à toute cette guerre des frontières qui malheureusement subsiste encore beaucoup aujourd'hui. On les voit même dans des livres d'histoire vous allez voir sur l'écran la convention et qui a été signée pour ne pas oublier, qui a été signée du côté algérien le 17 mai 1973 et qui ne sera signée du côté marocain qu'en 1992, bien qu'elle soit enregistrée à l'ONU. Donc, je vous mets là le papier officiel qui confirme cela.
conclure cette vidéo qui est assez rapide, que j'ai faite juste pour l'événement dont on a parlé tout à l'heure, qui a incité l'Algérie à reprendre ses terres à l'Arja, ces terres qui sont algériennes, tout le confirme, que le Figuig, c'est 7 Ksour plus les autres qui dépendent de l'Algérie actuellement, donc c'était un ensemble, c'est une même terre qui était sur le territoire algérien, qui a toujours fait partie du territoire algérien. Toutes les sources, les cartes géographiques, les historiens, les géographes, les plus illustres géographes historiens de l'époque le confirment, et on peut retrouver facilement ces textes-là. La plupart sont en libre droit, qu'on peut télécharger facilement sur Internet par le biais de certains sites comme Gallica par exemple, confirment que le Figuig, le Sidi El Massa, le Touad, le Tafilat, c'était des territoires algériens qui se trouvaient sur les territoires algériens. Ils avaient, cependant, il faut le préciser, ils avaient une indépendance dans leur autonomie, ils avaient une autonomie, une indépendance dans la gestion de leur terre, depuis qu'on a les premiers éléments historiques, donc jusqu'à 1830, jusqu'à plutôt 1845, le Maroc a toujours essayé d'avoir une domination sur ces Ksour, dire que la domination n'était pas réelle, elle était nominale, et qu'il y a toujours eu des résistances et qu'à chaque fois le Figuig reprenait son indépendance et puis il est repris par un autre sultan, il reprenait son indépendance et puis il est repris par un autre sultan jusqu'à ce qu'on mette terme à tout ça en 1845. Donc, je vous remercie pour m'avoir suivi. Je vais vous mettre des sources, bien sûr, comme toujours, et je vous retrouve pour parler de la Numidie la prochaine fois. Merci.